La pluie transformait la surface de la rivière en éclats de verre brisé le matin où nous avons enterré ma sœur. Ce n'était pas une simple pluie. C'était le genre d'averse qui s'infiltre dans vos chaussures et pénètre vos os jusqu'à ce que le monde entier vous semble vidé de sa substance. Je me tenais près de l'eau, serrant le programme des obsèques plié dans ma main. Le nom de Lucie était imprimé sur le papier blanc comme une ecchymose. Mon père, Richard Cartier, quitta le chemin de gravier sans dire un mot. Entre ses mains, il tenait une petite boîte en bois enveloppée dans un tissu blanc. On aurait dit quelque chose de sacré, ou quelque chose destiné à disparaître. Ma mère, Diane, restait en retrait, le regard vide, les lèvres pincées en cette ligne stricte qu'elle avait perfectionnée après des années à prétendre que tout allait bien. Papa ne m'a pas regardé. Il s'est simplement accroupi près du bord, a posé la boîte sur l'eau et a laissé le courant l'emporter. Elle a flotté une fois, 2 fois, puis a commencé à couler. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Un son ténu, impossible, qui a traversé le bruit de la pluie. Un vagissement. Mon corps a bougé avant même que mon esprit ne comprenne. J'ai glissé, je suis tombé à genoux dans la boue et j'ai tiré la boîte vers la rive. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine glisser ma clé de voiture sous le joint du couvercle. Les clous résistaient, comme si le monde n'était pas prêt pour ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, quand le bois a craqué, tout ce que je savais sur ma famille s'est effondré. À l'intérieur se trouvait un nouveau-né enveloppé dans du coton blanc, les lèvres bleues, les yeux fermés. Un bracelet d'hôpital encerclait sa cheville. Né sous X, garçon meunier. Mon cœur a raté un battement. Lucie. Ma voix s'est brisée sous la pluie. J'ai arraché mon écharpe, je l'ai enroulée autour de lui et je l'ai pressée contre ma poitrine. Son souffle papillonnait comme quelque chose qui hésitait à rester. Puis j'ai entendu la voix de mon père, basse et rouillée. « Donne-le-moi, Élise. » Je me suis retourné. Tu l'as jeté dans la rivière. Son visage était pâle mais imperturbable. Tu ne comprends pas. Essaie pour voir. Maman a chuchoté derrière lui. Richard, s'il te plaît. Il a fait un pas en avant, ses chaussures de luxe s'enfonçant dans la boue. Les papiers sont compliqués. Le timing. Les choix de ta sœur ont créé un enfant, un être humain. J'ai craqué. Il a expiré un calme glacial. Nous pouvons arranger ça. Ce n'est pas une tâche que l'on nettoie, ai-je dit en serrant le bébé plus fort. Il n'a pas scié. Élise, tu regretteras cette rébellion. Je regrette déjà chaque fois où je ne t'ai pas arrêté plus tôt. J'ai couru. Le bruit de mes bottes claquant dans la boue était plus fort que la pluie. Maman ne m'a pas arrêté. Papa ne m'a pas poursuivi. Le temps que j'atteigne ma voiture, le gémissement du bébé s'était transformé en un cri faible, comme s'il venait de se rappeler qu'il était vivant. J'ai conduit vers les urgences de l'Hôtel-Dieu, le seul hôpital public qui ne posait pas de questions administratives avant de faire preuve de pitié. L'infirmière de triage a jeté un coup d'œil et a crié « C'est pour tout de suite ». J'ai juste hoché la tête. Je l'ai trouvée près de la rivière, ai-je dit. Elle n'a pas demandé de détails. Elle a bougé vite, une tempête de compétences. Quand elle est revenue, elle a dit « Détresse précoce, légère hypothermie, mais il est réactif. » Vous l'avez sauvé. J'ai regardé mes mains tremblantes. Je crois que c'est lui qui m'a sauvé. Je l'ai appelé Lucas. Pas Luc. Lucas, parce que cela sonnait comme un pont entre Lucie et nous. J'ai signé les papiers de placement provisoire avec une main qui n'avait jamais tremblé lors de présentation de contrats à plusieurs millions d'euros, mais qui ne pouvait s'arrêter de trembler maintenant. Cette nuit-là, j'ai appris la chorégraphie des biberons, des petits souffles et du silence se brisant en pleurs. Je me suis endormi à côté de son berceau, une main à l'intérieur pour qu'il puisse enrouler ses doigts autour des miens. Quand il l'a fait, quelque chose s'est recablé en moi. Le 3e jour, la berline noire de mon père s'est garée devant mon immeuble. Il n'a pas sonné à l'interphone. Les hommes comme lui ne demandent pas qu'on leur ouvre la porte. Je l'ai rencontré dans le couloir, Lucas dormant contre ma poitrine. « Assez » a-t-il dit doucement. Ce genre de douceur qui cache un danger. Tu as eu ton moment. Donne-moi l'enfant et je m'occuperai des arrangements. Des arrangements comme la noyade, ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée. Comme la discrétion. Comme ne pas transformer l'erreur de ta sœur en gros titre dans les journaux. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Lucie n'était pas une erreur. Il a fixé Lucas,
quelque chose vacillant dans ses yeux. De la peur, peut-être du regret. Tu ne peux pas le garder. Regarde-moi faire. Il a expiré par le nez. Tu auras besoin d'argent, d'avocats, de protection. J'ai des amis, ai-je menti. Et du cran. Il m'a étudié, puis a chuchoté, tu es en train de te faire une ennemie de cette famille. J'ai regardé cet homme qui avait bâti un empire et confondu le silence avec la force. Non, ai-je dit, je suis en train d'en construire une vraie. Quand j'ai fermé la porte, j'ai pressé mon dos contre le battant et j'ai finalement pleuré doucement pour ne pas le réveiller. On peut aimer sa famille et quand même devoir se défendre contre elle. C'était la première règle que j'ai réécrite. Je n'ai pas beaucoup dormi après cette nuit-là. Chaque craquement dans le couloir ressemblait à une menace. Chaque voiture qui ralentissait sous ma fenêtre faisait s'emballer mon pouls. Mais le matin est arrivé, doux et gris, et Lucas a ouvert ses yeux pour la première fois. Un bleu pâle et clair, comme la couleur de peinture préférée de Lucie. Il a cligné des yeux une fois, deux fois, comme si le monde avait attendu son réveil. J'ai chuchoté, bonjour, ma petite rébellion. Et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment. J'ai appelé Étienne cet après-midi-là. Le téléphone a sonné si longtemps que j'ai failli raccrocher. Mais quand il a finalement répondu, sa voix était vide. Étienne, tu dois t'asseoir, ai-je dit. Il ne l'a pas fait. J'ai entendu le bruit d'une chaise qui racle, une respiration retenue trop longtemps. Je lui ai tout raconté, les funérailles, la rivière, la boîte, le bébé. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que je pense que la ligne avait coupé. Puis il a chuchoté, brisé, ils ont tué mon fils. Non, ai-je dit vite, les mots se bousculant. Non, Étienne. Il est vivant. Il est en sécurité. Je l'ai avec moi. Ce qui a suivi n'était pas tout à fait un sanglot. C'était un son comme quelqu'un qui ravale un cri. C'est tout, l'Hôtel-Dieu. Il le garde au chaud, il est stable. Il est fort. Il est arrivé 38 minutes plus tard, essoufflé, les yeux rougis par les pleurs. L'infirmière lui a fait désinfecter ses mains. Quand il a vu Lucas à travers la vitre de la couveuse, il s'est juste arrêté. Ses genoux ont fléchi, sa main s'est plaquée contre le plastique. Et, petit bonhomme, a-t-il chuchoté, la voix tremblante. Puis il m'a regardé comme si j'avais tiré une étoile de la rivière. Pourquoi, a-t-il demandé. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Parce que Lucie ne me le pardonnerait jamais si je ne l'avais pas fait, ai-je dit. Et parce que je ne pouvais pas laisser le monde lui apprendre qu'il était une erreur. À partir de ce moment, nous étions en mouvement, déposer des requêtes, tout documenter, construire une forteresse de papier assez épaisse pour contenir la vérité. L'écriture d'Étienne défilait sur chaque formulaire, mon nom à côté du sien, une étrange alliance de deuil et de défi. La nuit, Lucas dormait entre nous dans la chambre néonatale de l'hôpital, ses petits souffles nous retenant au bord du gouffre. 3 jours plus tard, les fleurs de papa sont arrivées. Des lys blancs, trop parfaits, trop propres. La carte disait « Félicitations pour ta charité ». Aucune signature. L'odeur a rempli la pièce comme une insulte enveloppée de parfum. Cette nuit-là, à 2h13 du matin, mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous, puis j'ai éteint la lumière et laissé l'obscurité répondre à ma place. À la fin de la semaine, le greffier du tribunal nous a remis une date. Audience d'urgence, tribunal aux affaires familiales, le genre d'endroit où les vies se décident entre 2 pauses café et des mallettes en cuir. Étienne m'a serré la main. Quoi qu'il arrive, a-t-il dit, nous avons fait ce qu'il fallait. J'ai hoché la tête, bien que ma gorge me brûlât. Quoi qu'il arrive, ai-je répété en écho. Le matin de l'audience, la pluie est revenue comme si elle nous attendait. Le palais de justice se dressait au bout de la rue des Saules. Marbre blanc, angle vif, notre nom de famille gravé dans ses fondations figuratives. Papa attendait sur les marches, immaculé dans un costume noir, un avocat à ses côtés dont les boutons de manchette brillaient comme une armure. Maman planait derrière eux, pâle, distante, prise entre la loyauté et la perte. À l'intérieur, la salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Les murs semblaient trop proches, l'air trop froid. La juge, l'honorable Marianne Decker, avait des yeux capables de trancher à travers les excuses. Elle a lu notre dossier page par page,
ses doigts tapotant comme un métronome, comptant à rebours vers quelque chose d'irréversible. Puis elle a levé les yeux. Mademoiselle Cartier, Monsieur Meunier, Monsieur Cartier. L'avocat de papa s'est levé, la voix lisse comme de l'huile. Votre honneur, les Cartier sont prêts à assumer l'entière responsabilité du bien-être de cet enfant. Le décès de la fille de mon client a créé de la confusion. Des décisions erronées ont été prises par des individus désemparés. Erronées, a répété la juge. Sous le coup du chagrin, a-t-il dit en soupirant comme si c'était répété. Mon client regrette profondément. Montrez-moi des regrets, a interrompu la juge d'équerre. Pas une performance d'acteur. La salle est devenue silencieuse. Elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Cartier, avez-vous des preuves de la mise en danger de l'enfant? J'ai avalé difficilement. Ma déposition et une vidéo. La tête de papa a claqué vers moi. Caméra de tableau de bord, ai-je dit. Elle a enregistré des mouvements près de mon parking pendant les funérailles. Elle a capturé mes parents marchant vers la rivière portant une boîte. Elle n'a pas capturé l'eau, mais elle les a capturés revenant les mains vides. Papa a ri une fois, un rire sec. Une boîte peut contenir n'importe quoi. Alors pourquoi, ai-je dit, ma voix tremblante mais claire, y avait-il un bracelet d'hôpital à la cheville du bébé avec le nom de Lucie et celui d'Étienne? Le silence qui a suivi aurait pu fissurer le marbre. Les yeux de la juge d'équerre se sont légèrement plissés, le genre de regard qui dépouille les prétentions jusqu'à l'os. Monsieur Cartier, a-t-elle dit lentement. Le nom de votre fille et de son partenaire était sur ce bracelet. Papa n'a pas bronché. Il s'est penché en avant, incarnant parfaitement l'homme d'affaires qui avait résisté aux OPA hostiles et aux enquêtes parlementaires. Votre honneur, ma fille a fait des choix qui ont mis cette famille en danger. Ma femme et moi croyions remettre l'enfant à un refuge sûr. Nous avons paniqué. Nous avons échoué. Mais nous pouvons corriger cela maintenant, au sein de la famille où il aura toutes les ressources. La voix de la juge s'est adoucie mais a coupé plus profondément. Un refuge sûr, a-t-elle répété, dans une rivière? Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Pour la première fois de ma vie, Richard Cartier n'avait pas de réponse toute prête. Elle s'est tournée vers Étienne. Monsieur Meunier, pouvez-vous fournir un environnement stable? Il a hoché la tête rapidement, les yeux humides. Oui, votre honneur. Je travaille de nuit à l'usine. Ma tante est infirmière à la retraite, elle a proposé de le garder le jour. Je prendrai des cours de parentalité, tout ce dont vous avez besoin. C'est mon fils. Puis elle m'a regardé. Et vous, mademoiselle Cartier? J'ai pris une inspiration qui semblait venir de plus profond que mes poumons. Je les soutiendrai, ai-je dit, financièrement, émotionnellement, de toutes les manières possibles. Nous pouvons être une famille si le tribunal le permet. Le regard de la juge s'est adouci à nouveau, puis s'est déplacé vers mes parents. Et les grands-parents, a-t-elle demandé. Je les ai fixés, ces deux personnes qui m'avaient élevé pour parler doucement et signer des chèques au lieu de ressentir des émotions. Les yeux de maman ont cligné pour rencontrer les miens, tremblants. Puis elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle s'est levée. Sa voix tremblait, à peine plus qu'un murmure. Votre honneur, nous avions tort, a-t-elle dit. Les mots ont semblé stupéfier son mari plus que quiconque. Nous avions tellement peur de perdre la face que nous avons perdu notre fille. Je ne perdrai pas notre petit-fils. Papa s'est tourné vers elle, l'incrédulité fissurant son sang-froid. Diane, a-t-il dit doucement, comme si dire son nom pouvait annuler la chose. Mais elle a secoué la tête, et ce seul mot, non, était la rébellion la plus douce que je l'ai jamais vue faire. La juge a hoché la tête, une fois, lentement, délibérément. Voici ma décision. Le son de son marteau n'a pas seulement résonné. Il a détonné. La garde légale et physique d'urgence est accordée conjointement à Monsieur Meunier et Mademoiselle Élise Cartier, en attendant un examen complet. Un droit de visite supervisé est accordé aux grands-parents, sous réserve de conformité avec un suivi psychologique ordonné par le tribunal. Un enquêteur visitera tous les domiciles dans les 72 heures. Prochaine audience dans 30 jours. L'avocat de papa a essayé de parler, mais la juge s'était déjà levée. Le marteau est retombé, et juste comme ça, la tempête était passée. Ou peut-être qu'elle ne faisait que commencer. Étienne a pressé ses deux mains sur son visage, ses épaules secouées par un sanglot silencieux qui ressemblait plus à une libération qu'à du chagrin.
Je suis resté figé, le cœur battant dans ma gorge, craignant que si je bougeais, tout ne s'effiloche. Papa est resté immobile pendant un long moment, le visage illisible, son empire se réduisant à un homme qui avait perdu le contrôle. Quand il s'est finalement retourné pour partir, il ne m'a pas regardé. Maman l'a fait. Ses lèvres ont formé 2 mots silencieusement. Merci. Et puis, presque comme une prière, pardon. Dehors, la pluie tombait en rideaux argentés, lavant les marches du tribunal. Étienne riait à travers ses larmes, tournant sur lui-même sous l'averse, les bras ouverts. Je l'ai rejoint, serrant la couverture de Lucas contre ma poitrine. Nous étions trempés et frissonnants, mais pour la première fois, je me sentais légère. Nous avions affronté la rivière et nous en étions ressortis. 3 nuits plus tard, j'y suis retourné seul. La rivière bougeait de la même manière qu'elle l'avait toujours fait, patiente, secrète, comme si elle savait des choses que les humains ne devraient pas savoir. L'air sentait la terre mouillée et les excuses. Je n'ai pas été surprise de trouver papa debout près des roseaux, sa silhouette découpée contre le crépuscule. Il ne s'est pas retourné quand je me suis arrêté près de lui. « Tu as toujours été la plus problématique », a-t-il dit finalement. Son ton n'était pas cruel, juste fatigué. J'aurais dû savoir que ce serait toi. Il fallait bien que ce soit quelqu'un, ai-je dit. Je suis juste arrivé la première. Il a expiré lentement. Tu penses que je ne me réveille pas en entendant sa voix? Que je ne vois pas cette boîte chaque fois que je ferme les yeux? Ces mots craquaient comme du verre fragile. J'ai avalé difficilement. Alors pourquoi, papa? Il n'a pas répondu tout de suite. Parce que le pouvoir est un couloir avec des portes qui se verrouillent derrière toi, a-t-il dit. Chaque pas que tu fais, une autre se ferme. Tu continues d'avancer parce que faire demi-tour ressemble à la mort. Et un jour, tu es debout près d'une rivière tenant une boîte, te demandant quand tu as cessé d'être humain. Le vent a tourné, portant le bruit du courant. Je l'ai regardé, l'homme qui avait bâti un empire et enterré sa conscience pour le maintenir debout. Tu peux encore reculer, ai-je dit doucement. On peut toujours reculer. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, les yeux vides mais vivants. Le puis-je, a-t-il demandé. Quand toute ta vie t'a appris que reculer signifie tout perdre? Parfois, ai-je dit, tout perdre est la seule façon de recommencer. Il a souri alors, une petite chose brisée. Tu as gagné, Élise. Non, ai-je dit doucement. C'est Lucas qui a gagné. Nous sommes restés là longtemps, la pluie s'adoucissant en brume, le courant chuchotant entre les roseaux. Pour la première fois de ma vie, papa ne ressemblait pas à une forteresse. Il ressemblait à un homme debout dans les ruines de sa propre armure. Quand je me suis finalement retourné pour partir, il ne m'a pas suivi. Peut-être qu'il ne pouvait pas. Peut-être qu'il attendait le courage de bouger à nouveau. Le lendemain matin, le cabinet de psychologie l'a appelé 3 fois. À la 4e, il a répondu. La vie ne s'est pas reconstruite du jour au lendemain. Elle est revenue par morceaux, lente, inégale, mais vivante. Étienne a commencé son équipe de nuit à l'usine de conditionnement, rentrant à l'aube avec des yeux fatigués et une fierté tranquille qui n'avait pas besoin de mots. Je prenais les matinées avec Lucas, apprenant le rythme de ses petits souffles et le poids de sa confiance. Mon appartement, autrefois stérile et silencieux, s'est rempli des bruits d'une nouvelle vie. Des pleurs doux, des berceuses fredonnées à travers l'épuisement. Le bourdonnement du chauffe-biberon à 3 heures du matin. Il y avait des nuits où je m'asseyais par terre à côté de son lit, à moitié éveillé, chuchotant à Lucie comme si elle écoutait. Il est là. Il est en sécurité. Tu n'as pas disparu. Tu es devenu le battement de cœur de quelqu'un. Maman est passée un jeudi avec des sacs de course et des yeux rouges de sommeil. Elle s'est tenue maladroitement dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce que je lui tende Lucas. Le changement a été immédiat, sa colonne vertébrale s'est redressée, ses mains se sont affermies, sa voix s'est adoucie en quelque chose que je n'avais pas entendu depuis l'enfance. Il lui ressemble, a-t-elle chuchoté. Puis elle a cligné des yeux rapidement comme si les larmes allaient gâcher le moment. Elle a appris à l'emmailloter avec l'intensité de quelqu'un qui désamorcerait une bombe. Lors de sa 2e visite, elle a apporté l'une des toiles inachevées de Lucie, de la lumière en coups de pinceau, de la couleur superposée au chaos. Il devrait grandir avec ces couleurs, a-t-elle dit, la voix tremblante. Elle a toujours cru que le monde avait besoin de plus de matins. Une semaine plus tard, papa s'est présenté. Pas d'entourage, pas d'avocat, pas de mensonge,
juste lui et un manteau gris qui le faisait paraître plus vieux que dans mes souvenirs. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte sans parler, les yeux fixés sur Lucas, endormi dans le berceau. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait faire demi-tour et partir, mais il ne l'a pas fait. Il s'est raclé la gorge, le son accrochant comme une confession. J'ai créé une bourse d'études au nom de Lucie, a-t-il dit. Pour les filles qui veulent étudier l'art et non pas de pères capables de le supporter. Il a avalé difficilement. Si tu me le permets, j'aimerais en créer une autre pour les garçons avec des noms de famille qui n'ouvrent pas les portes. Étienne s'est avancé, prudent, mais calme. C'est un début. Papa a hoché la tête. Alors je ferai le reste du chemin sans qu'on me le demande. Il a posé une enveloppe sur le comptoir. Je n'y ai pas touché. Pas avant 2 jours plus tard, quand je l'ai ouverte pour trouver un chèque et une lettre, simple, sans fioriture, pour Lucie, pour Lucas, pour les choses que je peux encore réparer. J'ai ouvert un nouveau compte et je l'ai nommé Le Cours de la Rivière. Je lui ai fait signer une déclaration publique rendant les fonds irrévocables. Pour la première fois, il n'a pas discuté. Les dimanches sont devenus notre rituel silencieux. Étienne emmenait Lucas au parc, pointant les moteurs des camions qui passaient, lui expliquant comment les choses fonctionnaient. Je les regardais depuis le banc, la lumière du soleil s'accumulant entre les branches. Maman se joignait à nous parfois, plus lente maintenant, apprenant encore à parler sans permission. Elle apportait du thé dans un thermos et souriait quand Lucas babillait n'importe quoi. Il raconte déjà des histoires, disait-elle, comme sa mère. Parfois, papa venait aussi. Toujours en retard, toujours un peu à l'écart, mais plus proche chaque semaine. Il n'a jamais essayé de tenir Lucas sans demander. Il restait juste là, les mains dans les poches, regardant comme s'il essayait de mémoriser un monde qui n'exigeait pas qu'il le contrôle. La nuit, une fois que tout le monde dormait, j'écrivais. Pas des communiqués de presse, pas des déclarations. Des lettres. Une pour Lucie. Nous avons failli le perdre. Nous avons failli nous perdre. Mais je pense que, où que tu sois, nous apprenons à respirer à nouveau. Le premier jour clair du printemps est arrivé comme une prière exaucée. L'air sentait la terre en dégel et le pardon. Nous sommes retournés à la rivière, Étienne, maman, papa et moi, avec Lucas emmitouflé dans une couverture bleue. La même rivière qui avait failli tout nous prendre scintillait maintenant sous le soleil comme du verre en train de se ressouder. Étienne portait Lucas. Je portais des fleurs. Nous nous sommes tenus au bord, là où les roseaux s'inclinaient sous le vent. J'ai posé les fleurs sur l'eau. Elles ont tourné 1 fois, 2 fois, puis ont dérivé au loin. Salut, Luce, ai-je dit doucement. Parce qu'il y a des histoires qu'on raconte à voix haute. Étienne a embrassé la tête de Lucas. Tu serais fier, a-t-il chuchoté. Maman a fermé les yeux. Papa ne l'a pas fait. Il a regardé droit dans le courant, la voix assez douce pour que le vent ait pu la voler. Je suis désolé, Lucie, a-t-il dit. Puis, regardant Lucas, je passerai le reste de ma vie à mériter la chance de te connaître. Lucas a remué, tendant sa petite main en l'air comme s'il cherchait la lumière du soleil. Le vent a tourné. Quelque part à proximité, un chien a aboyé comme un rire. Nous étions là ensemble, pas parfaits, pas guéris, mais en train de guérir. Les familles ne sont pas faites de marbre. Elles sont faites de tissu mou. Elles cicatrisent. Elles se tricotent. Elles repoussent en quelque chose de différent, quelque chose de plus fort. J'ai regardé la rivière et je me suis souvenu de la boîte. Puis j'ai regardé mon fils, mon neveu, et j'ai vu un garçon qui ne serait jamais mis dans une boîte. L'eau continuait de bouger comme elle le fait toujours, mais je jure que ce jour-là, on aurait dit qu'elle chantait.